Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse traîtresse, la lame froide glissant entre mes côtes avec une précision chirurgicale, et je sentis le sang chaud inonder ma chemise de soie, ce sang que j'avais versé pour eux pendant des années. Mon mari, ce monstre aux yeux d'ange, se pencha sur moi, son souffle alcoolisé effleurant mon oreille. « La maison est à nous maintenant, chérie. Tu n'as plus besoin de rien. » Et puis le noir, absolu, impitoyable, où les cris de ma fille encore bébé se muaient en écho lointain, tandis que le monde s'effondrait en un tourbillon de regrets et de fureur inassouvis. Mais le destin, ce farceur cruel, me ramena en arrière 5 ans en arrière, exactement, le jour où nous signions l'acte de propriété de cette maison à Montmartre, mes mains tremblantes serrant le stylo, et mon cœur, déjà, ignorant la tempête qui couvait sous les sourires familiaux. Je m'appelle toujours Élise Moreau, 30 ans à l'époque de ma renaissance, une avocate ambitieuse dans un cabinet parisien huppé, spécialisé en droit immobilier. Paris, cette ville de lumières éternelles et d'ombres voraces, avait toujours été mon refuge, mon champ de bataille. Marié à Antoine depuis 3 ans, un architecte charmant aux tempes grisonnantes précoces et au sourire qui désarmait les juges les plus sévères, j'avais cru en l'idéal bourgeois, une maison à nous, un enfant en route, et cette belle famille si attentionnée. Les beaux-parents, Henri et Martine Duval, étaient l'incarnation du couple français classique. Lui, un retraité de la banque aux manières polies, elle, une ancienne professeure de littérature aux airs de veuve élégante. Ils venaient nous rendre visite tous les dimanches, apportant des croissants chauds de la boulangerie du coin et des conseils non sollicités sur l'éducation de notre future progéniture. Pour la sécurité, ma chérie, me disait-il quand il parlait de notre maison, cette perle nichée dans les ruelles escarpées de Montmartre, achetée avec mon héritage et nos économies communes. Mais dans cette vie antérieure, ces mots avaient sonné comme une bénédiction. Dans celle-ci, ils résonnaient comme une sentence de mort. Le choc de la résurrection fut viscéral, comme si mon âme arrachée avait été recousue à la va-vite sur ce corps jeune, intact, ignorant encore la trahison. J'ouvris les yeux dans le bureau de l'agent immobilier, rue des Abbesses, l'air chargé d'odeurs de papier frais et de café tiède. Antoine était là, à mes côtés, sa main sur la mienne, chaude et possessive, murmurant des banalités sur les travaux à prévoir. Henri et Martine attendaient dehors, dans la salle d'attente, feignant l'impatience joyeuse. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur, je revis la scène finale de ma vie précédente, après avoir falsifié ma signature pour les ajouter au titre de propriété, pour la sécurité de la petite, Élise, tu comprends? Il m'avait empoisonné lors d'un dîner familial, simulant une overdose de somnifères. Antoine avait hérité de tout, la maison, l'argent, la garde de notre fille, qu'ils avaient élevée dans le mensonge, lui apprenant à haïr la mère, instable, que j'étais devenu dans leur récit tordu. J'avais lutté en vain au tribunal, accusé d'instabilité mentale, jusqu'à ce que le couteau mette fin à mes appels désespérés. « Élise ? Tout va bien ?» La voix d'Antoine me ramena au présent. Ces yeux noisettes que j'avais aimés, me fixaient avec une innocence feinte. Je souris, un sourire carnassier que je masquais derrière une quinte de toux. « Parfaitement, mon amour. Signons, et rentrons chez nous. Chez nous. » Ces mots me brûlaient la langue. Cette fois, je ne signerai pas pour leur sécurité. Je signerai pour la leur et pour leur chute. Les jours suivants furent un exercice de discipline surhumaine. Je jouais mon rôle à la perfection, l'épouse épanouie, enceinte de 4 mois, qui s'extasie devant les moulures haussmanniennes de notre nouvelle acquisition. La maison était un rêve 3 étages, un jardin minuscule envahi de glycine, une vue sur le Sacré-Cœur qui faisait pâlir d'envie nos voisins. J'avais négocié l'achat moi-même, avec mon héritage d'une tante excentrique qui avait légué sa fortune à la nièce qui lit Balzac au lieu de ses romans à l'eau de rose. Antoine, lui, apportait son flair architectural, promettant de transformer le grenier en atelier. Mais je savais, grâce au souvenir de ma vie brisée, que ce grenier deviendrait le théâtre de ses infidélités avec ma propre sœur, Camille, que j'avais surprise un soir, leurs rires étouffés filtrant à travers les planches. Camille. Le nom seul me nouait l'estomac. Ma petite sœur, 25 ans, étudiante en art à la Sorbonne, avec ses boucles rousses et son air de gamine perdue. Dans l'ancienne timeline, elle avait été leur complice involontaire au début, séduite par Antoine lors d'une soirée arrosée, puis manipulée pour témoigner contre moi au divorce. Élise était jalouse, hystérique, avait-elle déclaré sous serment, les yeux baissés, pendant que Martine lui caressait l'épaule en coulisses. Le secret qu'ils avaient enterré ? L'héritage de ma tante n'était pas seulement de l'argent, c'était un pacte notarié, une clause obscure qui liait la maison à ma lignée maternelle, rendant toute cession illégale sans mon consentement explicite et enregistré.
Il l'avait ignoré, ou feint de l'ignorer, jusqu'à ce que le notaire, corrompu par une enveloppe de Martine, falsifie les documents. Mon crime? Avoir découvert leur fraude trop tard, après la naissance de Léa, notre fille, dont les pleurs avaient masqué les murmures de complot. Je décidai de commencer par des actes anodins, des graines de discorde semées avec la précision d'un scalpel. Le premier dimanche après la signature, je les invitai à déjeuner dans notre nouveau salon, les tables chargées de fromages affinés et d'un Bordeaux millésimé que j'avais acheté exprès à un Pomerol 82, cher et symbolique, car c'était le vin de notre mariage. Henri, avec sa moustache taillée et son nœud papillon impeccable, complimenta la maison, magnifique, Élise. Mais pour la sécurité. Avec le bébé en route, et vos carrières si prenantes. Martine renchérit, ses perles cliquetant comme des menottes, imagine, ma chérie, si quelque chose arrivait. Nous pourrions être ajoutés au titre, comme copropriétaires. Juste pour veiller. Dans l'ancienne vie, j'avais cédé, touché par leur sollicitude. Cette fois, je feignis l'hésitation, les yeux baissés sur mon verre. C'est tentant, bien sûr. Mais l'agent immobilier, Monsieur Lefebvre, m'a mis en garde. Les implications fiscales, les risques successoraux. Antoine fronça les sourcils, sa fourchette suspendue. Lefebvre? Ce vieux schnock? Il exagère toujours. Je souris intérieurement. Lefebvre, dans ma mémoire, était un homme intègre, un retraité bourru qui avait flairé la magouille trop tard pour m'aider. Mais cette fois, je l'appellerai. Je le cultiverai. Il serait mon atout. Les semaines passèrent en un balai de faux-semblants. Ma grossesse avançait, mon ventre rond un bouclier contre leurs regards inquisiteurs. Je repris mon travail au cabinet, plongeant dans des dossiers immobiliers pour aiguiser mon arsenal. Un soir, feignant l'insomnie, je fouillais le téléphone d'Antoine pendant qu'il ronflait. Les messages avec Camille étaient déjà, des cœurs émojis, des rendez-vous codés à l'atelier. Le secret enfoui remontait à la surface comme un cadavre dans la Seine. Leur plan était clair, me discréditer, me pousser à la folie apparente, puis s'emparer de tout. Henri, endetté par des investissements foireux en bourse, voyait en la maison un sauvetage. Martine, rongée par l'amertume d'une vie sans enfant propre, voulait un legs pour la famille. Antoine? Il voulait la liberté, et Camille comme trophée. Ma première décision controversée vint un mois plus tard, lors d'une visite chez le notaire pour discuter des ajouts. J'avais briefé Lefebvre au préalable, un appel larmoyant où je jouais la future mère inquiète. Il mordit à l'hameçon, Madame Moreau, ces ajouts familiaux sont des pièges à rats. Laissez-moi vérifier les clauses. Au rendez-vous, avec Henri et Martine rayonnant, je signai un avenant provisoire les ajoutant comme « usufruitier limité », un terme vague que j'avais glissé, sachant qu'il les exposerait à des audits fiscaux impitoyables. Pour la sécurité, répétai-je, mes yeux plongeant dans les leurs. Ils signèrent, ivres de victoire. Antoine m'embrassa ce soir-là avec une ferveur suspecte, ignorant que j'avais déjà contacté un privé pour surveiller leur compte. La tension montait comme une marée inexorable. Camille vint dîner un soir, ses yeux fuyant les miens, et je la vis la culpabilité, le désir mêlé. Au lieu de confronter, je semai le doute, tu sais, Camille, Antoine parle souvent de ton talent. Il dit que tu mérites un atelier à toi. Ces jours osirent, le poison coulait. Bientôt, les appels nocturnes commencèrent, Antoine s'absentant pour des chantiers. Je feignis les larmes, appelant Martine en confidence, il change, Martine. Est-ce que... Elle vint, bien sûr, avec ses tisanes et ses sermons sur le pardon conjugal. Mais je glissais, et si c'était plus grave? Si on vérifiait les finances communes? Le twist germait. Un dossier anonyme envoyé par moi, via un coursier atterri chez le fisc, preuve des dettes d'Henri, liées à des prêts usuraires. Une enquête s'ouvrit, discrète mais vorace. Antoine paniqua, me suppliant d'ajouter vite les parents au titre pour protéger nos biens. Je cédai, en apparence. La signature eut lieu dans le bureau de Lefebvre, que j'avais convaincu de jouer les médiateurs. Pour la sécurité de tout, déclara-t-il, son ton sec comme un décret républicain. Mais dans l'acte, une clause cachée au mon chef-d'œuvre, une option de rachat prioritaire pour moi en cas de manquement moral ou financier, notarié en double, avec témoin. Les premiers craquements de leur façade apparurent comme des fissures dans le marbre d'un mausolée. Henri fut le premier à plier, une convocation du fisc, anodine en surface,
mais qui le força à vider ses comptes pour rembourser des irrégularités datant de son passage à la banque. Une erreur administrative, grommela-t-il au téléphone, sa voix chevrotante contrastant avec l'assurance d'antan. Martine, fidèle à elle-même, minimisa, les vieux os craquent, Élise. Rien de grave. Mais ses yeux, lors du dîner suivant, scrutaient la maison comme un vautour son festin. Antoine, lui, s'agitait, ses nuits à l'atelier se multipliaient, et je sentais Camille rôder, ses textos effacés en hâte sur son portable. Léa naquit par césarienne un matin pluvieux d'octobre, ses cris perçant l'air stérile de la maternité de Port-Royal. Je la serrai contre moi, ce petit être innocent, et jurai en silence, cette fois, tu grandiras sans leurs ombres. La maternité fut mon alibi parfait pour resserrer l'étau. Confiné à la maison sous prétexte de repos, je transformai le grenier en nurserie improvisée, installant des caméras discrètes, un achat cash, justifié par la sécurité du bébé. Les flux vidéo arrivaient sur mon laptop, cryptés, tandis qu'Antoine s'éclipsait. La première preuve vint une semaine après, lui et Camille, enlacés sur le canapé de l'atelier, riant d'un vinyle de Gainsbourg. Elle soupçonne rien, murmurait-il. Bientôt, la maison sera à nous, et on recommencera ailleurs. Mon sang se glaça, mais ma rage se cristallisa en plan. J'enregistrai tout, timestamp précis, et le confiai à un cloud sécurisé, accessible seulement après ma mort, fictive si nécessaire. Ma seconde décision controversée fut un coup de poker éthique, impliqué Camille. Pas par vengeance brute, mais par manipulation subtile, à la française du venin sucré, comme dans un roman de Simenon. Je l'invitai seul à la maison un après-midi, prétextant un cadeau pour la sœur. Léa dormait dans son berceau, nous sirotâmes un thé vert dans le jardin, les glycines en fleurs masquant nos murmures. Camille, je sais pour l'atelier. Pour les regards qu'il te lance. Ses yeux s'écarquillèrent, la tasse tremblant. Je posai ma main sur la sienne, maternelle, complice. Je ne te juge pas. L'amour est un feu follet. Mais Antoine. Il parle d'argent, de dette. Il veut la maison pour s'enfuir avec toi, hein? Elle bafouilla, larmes aux yeux, il dit que tu es froide, Élise. Que tu l'étouffes avec tes règles. Je hochai la tête, feignant la tristesse. Peut-être. Mais si je t'aidais? Si on le piégeait ensemble? Le mensonge glissa comme du miel empoisonné. Elle mordit, accrochant à l'idée d'une revanche douce contre le manipulateur qu'il était. De là, les alliances se tordirent. Camille devint mon espionne involontaire, me rapportant ses plans, un divorce imminent, une vente forcée de la maison pour liquider les dettes d'Henri. Martine, sentant le vent tourner, pressa pour un rendez-vous chez le notaire. Accélérons l'ajout définitif, Élise. Pour la petite Léa. Lefebvre, mon allié secret, avait déjà alerte le barreau sur des irrégularités potentielles. Lors de la séance, il fut implacable, Madame Duval, les usufruitiers risquent des poursuites si les dettes familiales s'étendent. Le fisc observe. Henri blêmit, Martine serra les lèvres, ses perles comme un rosaire de rancune. Je signai l'avenant, les mains fermes, ignorant leur regard triomphant voilé de suspicion. La tension s'épaissit comme le brouillard sur la Seine. Antoine rentra un soir, ivre, et tenta de me contraindre, signe tout, Élise. Où je raconte à tout le monde tes crises, tes pilules. Il brandit une boîte vide de somnifères plantée par lui, je le savais. Au lieu de hurler, je ris, un rire bas, glaçant. Essaie, mon amour. Et vois ce que le notaire dira de tes dettes offshore. Il recula, le doute planté comme une épine. Cette nuit-là, je dormis avec un spray au poivre sous l'oreiller, Léa à mes côtés, son souffle innocent mon encre. Bientôt, le fisc frappa fort, saisie provisoire sur les actifs d'Henri, liés à des fraudes bancaires anciennes. Martine pleura au téléphone, me suppliant, Élise, protège-nous. La maison est notre dernier rempart. Je feignis l'empathie, promettant d'intervenir mais j'appelai Lefebvre, qui transmit au procureur. Camille, de son côté, craqua, elle me confia des enregistrements d'Antoine, menaçant de falsifier des documents pour la vendre sans moi. Il est un monstre, Élise. Pardonne-moi. Le premier craquement majeur survint lors d'un dîner familial tendu. Les beaux-parents arrivèrent, Henri voûté, Martine les yeux rougis. Antoine, nerveux, servit le vin, le même pomerol, ironie du sort. Au dessert, je lâchai la bombe, j'ai revu le notaire. L'ajout est conditionnel à une enquête sur vos finances.
pour la sécurité de Léa. Le silence tomba comme une guillotine. Henri explosa, traîtresse. Tu nous ruines. Martine siffla, ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. Antoine se leva, poing serré. Mais Lefebvre avait été clair, toute violence déclencherait l'annulation. Le vent de la trahison se leva en rafale, balayant les illusions comme des feuilles mortes dans les allées de Montmartre. Après le dîner cauchemardesque, Antoine ne rentra pas de la nuit. Je le trouvai le lendemain matin, hagard, dans l'atelier, entouré de plans froissés et d'une bouteille vide. « Qu'est-ce que tu as fait, Élise » murmura-t-il, les veines saillantes sur son front. Je berçai Léa contre ma poitrine, son poing un talisman contre la peur. Ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, protéger ce qui est à moi. Ses yeux s'enflammèrent d'une fureur que je connaissais trop bien, celle du prédateur acculé. Mais cette fois, j'avais des griffes. Camille m'appela en pleurs l'après-midi même, il m'a frappé, Élise. Il dit que c'est ta faute, que tu nous manipules tous. Sa voix brisée, si semblable à la mienne dans l'ancienne vie, me serra le cœur. J'hésitais, un instant, à la rejeter comme une complice, mais la pitié, cette faiblesse française si littéraire, me retint. Viens à la maison. On en parle. Elle arriva, un bleu naissant sur la joue, et nous pleurâmes ensemble dans le jardin, sous les glycines qui exhalaient leur parfum entêtant. Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, ce secret trop fou pour être cru, mais la surveillance, les dettes, le complot. Ils t'utilisent, Camille. Comme ils m'ont utilisé. Elle hocha la tête, brisée, je l'aimais. Ou je croyais. Ensemble, nous forgeâmes un pacte, elle témoignerait, en échange d'une part de vérité et peut-être, un jour, de pardon. Ma troisième décision controversée fut la plus risquée, une confrontation publique, masquée en soirée d'anniversaire. J'invitai les Duval à fêter les 1 an de notre mariage à un mensonge, car c'était l'anniversaire de Léa, mais peu importait. Lefebvre fut convié, ami de la famille, son attaché-caisse bourré de documents. La table croulait sous les huîtres de Cancale et le foie gras, mais l'air était chargé d'ozone, comme avant l'orage. Henri, amaigri, attaqua dès l'apéritif, cette enquête est un scandale. Élise, retire tes plaintes. Martine renchérit, venimeuse, tu oublies qui t'a accueilli, petite ambitieuse. Sans nous, ton cabinet n'existerait pas. Je souris, servant le champagne. Parlons-en, justement. De l'accueil. Et des dettes que vous avez cachées. Lefebvre intervint, voix rocailleuse, Monsieur Duval, vos prêts à la banque impliquaient des faux. La maison, en tant que garantie, est gelée. Le choc fut palpable, Antoine bondit, mensonge. Élise a signé. Je sortis mon téléphone, diffusant l'enregistrement de l'atelier. Leur rire, leur murmure sur la vente forcée. Camille, assise en bout de table, baissa la tête. C'est vrai. Il m'a tout dit. Le chaos éclata. Henri hurla, renversant son verre, Martine s'effondra en sanglots théâtraux, invoquant son arthrite comme bouclier. Antoine me saisit le bras, ses ongles s'enfonçant, salope. Tu vas payer. Lefebvre appela la police, une patrouille arriva en 10 minutes, menottes prêtes. Mais je stoppai le geste, pas encore. Laissez-les partir. Controversé? Oui. Cruel? Absolument. Mais la peur, cette grande égalisatrice, valait mieux que la prison immédiate. Ils s'en allèrent, silhouette brisée dans la nuit parisienne, jurant vengeance. Les jours suivants furent un tourbillon. Le procureur s'empara du dossier, fraude fiscale, tentative de faux en écriture, et suspicion d'extorsion familiale. Antoine fut interrogé, libéré sous caution au la mienne, ironie du sort, car la maison restait mon bien. Camille s'installa temporairement chez moi, soignant Léa comme une tante repentie, et nous parlâmes des nuits entières, de notre enfance à Lyon, de la jalousie qui l'avait poussé vers Antoine, de mes erreurs passées où j'avais négligé notre lien pour ma carrière. Tu es revenu des enfers pour ça, plaisanta-t-elle un soir, ignorant la vérité. Je ris, quelque chose comme ça. Mais le contre-coup vint, des lettres anonymes, des pneus crevés sur ma voiture, des appels muets à 3 heures du matin. Martine, dans un sursaut de dignité blessée, tenta de me rançonner, rends-nous la maison, où on raconte ton instabilité à la presse. Instabilité? Dans l'ancienne vie, c'était leur arme, des pilules plantées, des cris simulés. Cette fois, je contre-attaquai par le droit au mon domaine.
je déposai une demande d'interdiction d'approche, citant les violences d'Antoine sur Camille comme preuve. Le juge, une femme acérée du palais de justice, accorda l'ordonnance en 48 heures. La tension culmina quand Henri, désespéré, tenta un cambriolage maladroit, il força la porte du jardin à minuit, armé d'un pied de biche rouillé, cherchant sans doute les originaux des documents. Les caméras le capturèrent en HD, la police l'arrêta sur place, son nœud papillon de travers comme un drapeau blanc. Au poste, il craqua, c'était pour la famille. Élise nous vole tout. Mais les preuves parlaient, ces empreintes sur l'acte falsifié d'il y a 5 ans non, dans cette vie, il n'y en avait pas encore, mais les mails interceptés suffisaient. Antoine, acculé, proposa un deal, divorce à l'amiable, garde partagée, maison partagée. Je refusai, citant Lefebvre, la clause morale est activée. Manquement flagrant. Il hurla au téléphone, tu es un démon. Peut-être l'étais-je devenu. La résurrection m'avait forgé en l'âme, aiguisée par la perte. L'aube de la revanche se leva sanglante, imprégnée de l'odeur âcre de la peur et du café brûlé. Henri fut inculpé pour effraction et complicité de fraude, sa caution, refusée, le laissa moisir en détention provisoire à la Santé, ce bastion gris où les banquiers tombés en disgrâce méditaient leur folie. Martine, veuve de fait, erra comme un fantôme dans leur appartement haussmannien du Marais, vendant perles et argenteries pour payer les avocats. Elle m'appela une fois, voix éraillée, tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Notre fils. Antoine, oui. Leur fils unique, leur orgueil, réduit à un suspect en sursis, interdit de voir Léa sans supervision. Je m'enfonçai dans le rôle de la veuve victorieuse aux non-veuves, mais presque. Le cabinet me félicita pour ma résilience, me confiant des dossiers juteux sur des litiges immobiliers, où je glissais des clauses inspirées de mon calvaire, protections anti-famille toxiques, audits obligatoires pour usufruitiers. Camille resta, devenant une sœur retrouvée, nous promenions Léa le long de la Seine, ses petits pas chancelant un baume sur nos plaies. Et si on partait? Versailles, peut-être, suggéra-t-elle un jour, les yeux sur l'horizon. Je secouai la tête, non. Paris est mon champ de bataille. Et la maison, mon fort. Ma 4e décision controversée fut un acte de miséricorde tordu, offrir à Antoine une porte de sortie. Pas par faiblesse, mais pour savourer sa chute lente. Je le convoquai chez Lefebvre, en présence d'un médiateur neutre, un prêtre reconverti en conciliateur, pour l'ironie. Assis dans le bureau lambrissé, Antoine ressemblait à un rat noyé, barbe de 3 jours, costume froissé. Divorçons proprement, proposai-je. Tu pars avec rien, mais sans prison. Confesse tout, les dettes, Camille, le complot. Il ricana, amer, et Léa? À moi. Tu pourras la voir, un jour, quand tu auras payé. Il signa, main tremblante, avouant par écrit ses liaisons, c'est faux. Le juge valida, divorce express, pension alimentaire exorbitante, maison intangible. Mais le vrai coup de théâtre germa de l'ombre, un témoin inattendu. Lefebvre, fouillant les archives pour mon dossier, découvrit une lettre de ma tante, enfouie dans le notariat. Non seulement la clause lignagère, mais un codicile, la maison avait été achetée avec des fonds, souillés, par Henri, un prêt bancaire détourné il y a 20 ans. Ma tante l'avait su, et légué à moi pour réparer les torts d'autrui. Le lien? Henri avait ruiné notre famille autrefois, forçant ma mère au suicide par dettes impayées. Le secret enterré, celui que j'avais porté comme une croix sans le savoir dans ma première vie, ressurgit, j'étais la vengeance de ma mère, ressuscité. Antoine apprit la nouvelle par huissier, expulsion immédiate de l'atelier, saisie de ses biens. Il tenta le tout pour le tout une nuit, il força l'entrée, couteau en main, hurlant, c'est à moi. Tout. Les caméras tournèrent, la police intervint, le plaquant au sol dans le jardin. Blessé à l'orgueil plus qu'au corps, il fut arrêté pour violation d'ordonnance et tentative d'agression. Au tribunal, son avocat plaida la détresse conjugale, mais Camille témoigna, il m'a battu. Il voulait la tuer, comme il l'a planifié. Les murmures de la salle journaliste du Figaro, voisine de Montmartre, firent de moi une héroïne controversée, la femme qui a brisé sa belle famille, titre à Libération. Martine, seule contre tous, vint me supplier à la maison un soir de pluie battante. Je l'accueillis dans le salon, Léa endormie en haut. Pitié, Élise. Henri va mourir en prison. Laisse-nous la dignité. Ses perles avaient disparu, son chignon défait la faisait paraître centenaire. Je servis du thé, calme. La dignité?
Vous m'avez poignardé, Martine. Pas avec une lame, mais avec des mensonges. Ma mère. Vous saviez pour Henri et elle. Elle blêmit, c'était un accident. Un prêt mal géré. Je ris, froid, comme mon empoisonnement. Elle s'effondra, confessant, le plan remontait à des années, nourri par la culpabilité d'Henri, canalisé en avidité. La presse s'empara du scandale, affaire Duval-Moreau, trahison familiale à Montmartre. Des débats télévisés sur France 2 disséquèrent, étais-je une victime vengeresse ou une manipulatrice? Les féministes me portèrent au nu, les conservateurs me taxèrent d'ingrate. Controversé, oui mais libérateur. Lefebvre devint un ami, partageant des histoires de ruses immobilières autour d'un pastis au zinc. Antoine, en détention, tenta le suicide, une tentative théâtrale, ratée. Camille le visita une fois, pour clore, adieu. Elle s'installa définitivement, transformant l'atelier en son domaine, peignant des toiles sombres inspirées de notre saga. Le climax surgit comme un orage d'été sur Paris, imprévu, violent, cathartique. Le procès d'Henri et Antoine s'ouvrit au palais de justice, une arène de marbre froid où les échos des accusations ricochaient comme des balles. Je témoignai la première, robe noire ajustée, voix ferme, ils ont voulu ma vie, ma fille, mon foyer. Pour un sécurité et qui n'était que leur rapine. La salle bruissa, les jurés, ces Parisiens ordinaires, hochèrent la tête. Camille suivit, sa déposition un poignard, liaison, violence, complot. J'ai été leur pion. Élise m'a sauvé. Martine, citée comme témoin, s'effondra sur l'estrade, c'était pour l'amour. Pour la famille. Mais l'amour, dans ce tribunal, puait la fraude. Le twist final vint de l'ombre, Lefebvre, produisant la lettre de ma tante, reliant tout à l'ancien scandale. Monsieur Duval a ruiné la famille Moreau il y a 20 ans. Cette maison était une restitution. Henri, menotté, s'effondra, Je l'aimais, votre mère. C'était une erreur. Un silence de tombe, puis les aveux cascadèrent. Antoine, brisé, plaida coupable pour réduction de peine, 5 ans ferme, plus restitution. Henri, 7 ans, aggravé par l'effraction. Martine, complice, échappa à la prison mais perdit tout, appartement saisi, pension misérable. La sentence tomba un après-midi ensoleillé de printemps, culpabilité unanime. Dehors, la foule aux journalistes, curieux, acclama comme à un opéra. Je sortis, Léa dans les bras, Camille à mes côtés, et pour la première fois, je respirais librement. La maison, intacte, devint sanctuaire, rénovée par un architecte honnête, ouverte à des ateliers d'art pour mères célibataires au Mont-Lègue, controversée encore, accusée de « charité hypocrite » par les ragots. Le dénouement? Pas de happy end mièvre, mais une paix âpre, à la française. Antoine purgea sa peine, ressortit changé, écrivant des lettres d'excuses que je lus sans répondre. Il vit Léa 2 fois par an, sous surveillance, un fantôme poli. Henri mourut en cellule d'une crise cardiaque, 6 mois plus tard, Martine s'exila à la campagne, soignante anonyme. Camille et moi, sœurs reforgées, élevâmes Léa dans les rires et les livres, Balzac lut à voix haute les soirs d'hiver. Et moi? La résurrection m'avait marqué, plus d'illusions sur l'amour familial, mais une force d'acier. Paris, avec ses lumières éternelles, scintilla différemment non plus refuge, mais conquête. J'écrivis un mémoire, anonyme, sur les pièges immobiliers des belles familles, il devint best-seller, provoquant débats enflammés sur CNews. Controversé jusqu'au bout. Un soir, sur le balcon, face au Sacré-Cœur, Léa babillant à mes pieds, je levai un verre au destin farceur. À la sécurité, murmurai-je. La mienne, enfin. Et la leur? Un écho lointain, brisé.